Rebonjour mes amis. Donc nous allons étudier ensemble aujourd'hui le tableau numéro 9 de la liasse fiscale. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc le tableau numéro 9 de la liasse fiscale, qu'on appelle également ATOR si vous voulez, le bilan fiscal, est une pièce maîtresse. C'est un document central dans le bilan fiscal ou bien dans la liasse fiscale. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est ce document-là qui permet de faire la transition entre ce qu'on appelle le résultat comptable et le résultat fiscal. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous avons dit et répété que le résultat comptable, si vous voulez, est issu du processus d'enregistrement des opérations en comptabilité. Est-ce que vous êtes d'accord? À la fin de l'année, nous avons une balance avant inventaire. On élabore des travaux d'inventaire, on tire une balance après inventaire, nous allons tirer le tableau de compte de résultat d'abord pour solder les comptes de charges et les comptes de produits. Il va nous rester un compte, si vous voulez, de résultat, le fameux 12, et puis ce résultat-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le rajouter au compte de bilan, qu'on appelle également les comptes de situation de la classe 1 à la classe 5, si vous voulez, pour tirer le bilan. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis nous avons un bilan équilibré dont le résultat est forcément le même que celui du compte de résultat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc si vous voulez, il y a un travail commun qui se fait pour l'IBS et pour l'IRG. Toute charge qui n'est pas déductible pour une personne physique, elle, en principe, ne devrait pas être déductible pour la personne morale. Et tout produit qui n'est pas imposable pour la personne physique ne l'est pas également pour la personne morale, d'accord? Donc on les appelle, si vous voulez, les dispositions communes. Et puis, quand est-ce qu'il y a, si vous voulez, une différence? La différence n'intervient qu'au moment de l'imposition. Nous avons dit que si vous avez une personne physique qui est soumise à l'IRG, elle va être imposée suivant le fameux barème progressif de l'IRG, article 104. Par contre, s'il s'agit d'une société, la société, nous avons dit, va être suivie en quelque sorte au régime des sociétés. Donc les taux d'imposition en question sont fixés à l'article 150 du Code des impôts directs. Nous avons le taux de 19% pour la production, le taux de 23% pour les ETB, n'est-ce pas, et le secteur du tourisme. Et enfin, nous avons le taux de 26% qui s'applique pour les prestations de services et l'achat-revente. Parfait. Donc, mes amis, si vous examinez bien le haut de ce tableau-là, la première ligne, vous trouverez, si vous voulez, résultat net de l'exercice, n'est-ce pas? Il s'agit, en fait, d'un tableau de passage, d'un tableau de transition, n'est-ce pas? On démarre d'abord du résultat net de l'exercice, c'est-à-dire après avoir déduit l'impôt sur le bénéfice notamment, d'accord? Et puis, après une série de retraitements, vous voyez ici, nous avons deux blocs, n'est-ce pas? Un bloc pour les réintégrations et un bloc pour les déductions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puis, bien entendu, nous retrouvons tout simplement le résultat qui est imposable, d'accord? Vous lisez sur la dernière ligne tout à fait de ce tableau numéro 9, résultat fiscal, n'est-ce pas? C'est un résultat fiscal, ça veut dire résultat imposable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parfait. Donc, si vous voulez, nous allons voir seulement certaines rubriques principales. Est-ce que vous êtes d'accord? Retenez, mes amis, que vous avez un résultat voilà. Nous avons un résultat comptable. Qu'est-ce qu'on va faire des charges non déductibles? On va les réintégrer. Plus les réintégrations des charges non Est-ce que c'est les seuls traitements qu'on va faire? Non, on va déduire les produits non
Et qu'est-ce que ça va nous donner si vous faites, si vous voulez, résultat comptable, plus les réintégrations des charges non déductibles, moins les déductions des produits non imposables, qu'est-ce que vous obtenez ici en fin de parcours? Résultat. On appelle ça un résultat fiscal non imposable. Parfait. Résultat fiscal ou imposable. Et bien entendu, c'est ce même résultat-là qui sera soumis soit à l'IBS, au taux de 19, 23 ou 26%, s'il s'agit, bien entendu, de sociétés de capitaux, on entend par la société de capitaux et assimilée, d'accord? Les SNC, nous avons dit, sauf option, ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Et puis, nous avons ici les personnes physiques, bien entendu, qu'est-ce qu'elles vont payer, les personnes physiques, est-ce qu'elles payent un montant proportionnel, fixe? Non, elles vont être soumises Voilà. C'est le fameux barème édicté à l'article 104 du Code des impôts directs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà donc à peu près la démarche jusque-là, n'est-ce pas? Jusqu'à la détermination du résultat fiscal, tout pratiquement les process qui interviennent en amont sont les mêmes, n'est-ce pas? Nous sommes en quête de détermination d'un résultat que l'on va soumettre à l'impôt, quelle que soit la nature de cet impôt, que ce soit l'IBS pour les sociétés de capitaux ou assimilé, que ce soit l'ISG, n'est-ce pas? Bien entendu, ici, pour les personnes physiques, ça va être l'ISG, n'est-ce pas? Ça va être un barème progressif que l'on va soumettre naturellement à l'ISG. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, retenez que nous avons déjà vu un tableau de passage, n'est-ce pas? Il y a un tableau que l'on fait en extra comptable, si vous voulez. Vous vous souvenez, il y a essentiellement 3 colonnes. Dans la première colonne, on va reprendre les éléments à retraiter, probablement. Dans la deuxième colonne, nous avons les réintégrations de charges non déductibles. Et dans la dernière colonne, nous avons les déductions des produits non imposables. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est à peu près la même chose que ce tableau de détermination du résultat fiscal, n'est-ce pas? Vous le voyez ici, c'est le fameux tableau numéro 9 du bilan fiscal, n'est-ce pas? Que l'on appelle également G numéro 2, n'est-ce pas? Le bilan est référencé auprès de l'administration fiscale sous, si vous voulez, la référence G numéro 2. Parfait. D'accord? Donc, s'il vous plaît, nous allons essayer de citer les rubriques principales, n'est-ce pas, qui vont être concernées par, en quelque sorte, ces retraitements. Et on va commenter brièvement, n'est-ce pas, parce que, en réalité, pour aborder ce tableau de passage, c'est pratiquement tout le cours de fiscalité que l'on va aborder, ce qui n'est pas évident en réalité. D'accord? Si vous avez terminé de prendre note, on va essayer... D'accord? Parfait. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on parle d'un process pour la détermination du résultat fiscal. D'accord? Le résultat comptable, nous avons dit, il suffit d'élaborer, d'enregistrer, de reporter les écritures, etc. C'est tout un process, c'est tout un autre cours. Mais une fois obtenu ce résultat, la comptabilité, mes amis, ne coïncide pas toujours avec la fiscalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Pratiquement avant le début du XXe siècle, il n'y avait pas l'ombre de la fiscalité sur la comptabilité. Est-ce que vous êtes d'accord? La comptabilité était reine. Elle décidait elle-même de ce qu'il fallait mettre dans ses comptes, si vous voulez. Elle était souveraine. Mais au fur et à mesure que les incidences, les interférences fiscales ont commencé, si vous voulez, à voir le jour, elles ont, si vous voulez, fortement influencé la comptabilité. À telle enseigne que, par exemple, parmi les comptables aujourd'hui,
ils examinent davantage ce que prévoit le fisc, par peur en quelque sorte, n'est-ce pas, par appréhension, qu'est-ce qu'en pensera le fisc? Est-ce que le fisc va m'accorder cette charge? Est-ce qu'il ne va pas me l'accorder? Est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce qu'il n'y a pas de plafond? Alors qu'en réalité, l'objectif de la comptabilité, c'est d'aboutir à représenter l'image fidèle de l'entité. Par la suite, s'il y a des divergences entre la comptabilité et le fisc, il y a des moyens pour tout simplement les retraités, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas commencer, c'est le conseil que je donne généralement aux comptables, soyez des comptables jusqu'à un moment donné, puis enlevez votre casquette de comptable et mettez votre casquette de fiscaliste pour passer au retraitement nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok? Donc mes amis, on va essayer de parler en quelque sorte des rubriques essentielles, d'accord? Nous allons les commenter rapidement. Donc nous allons les extraire bien entendu du fameux tableau numéro 9, d'accord? Nous allons séparer ça en deux rubriques et nous allons faire réintégration dans la première partie et déduction dans la deuxième partie ou bien dans le deuxième cadran. Mes amis, vous voyez, premièrement, charge des immeubles non affectés, n'est-ce pas? Charge des immeubles non affectés à l'exploitation. Ce n'est pas la peine de reprendre, n'est-ce pas? Parce que vous avez tout ça sur votre tableau numéro 9, d'accord? Donc, si vous voulez, mes amis, il y a parfois une entreprise qui inscrit dans son bilan, par exemple, des immeubles, des bâtiments qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple d'un foyer, par exemple, pour les ouvriers, pour les employés. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que cet atelier est affecté directement à l'exploitation, à la réalisation du chiffre d'affaires, à la fabrication des biens et des produits? Non. Donc, qu'est-ce que vous faites? Même si en comptabilité, vous constatez le plus normalement l'amortissement, mais le fisc vous dit que tant qu'il n'est pas affecté directement à la production, est-ce que vous êtes d'accord? À la formation du chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez amortir, vous allez réintégrer, vous avez dépensé des charges, des frais généraux, vous les réintégrez, etc. D'accord? Malheureusement, le fisc il a son mot à dire, n'est-ce pas? En réalité, vous vous souvenez peut-être pour ceux qui ont fait de la comptabilité analytique, toutes les charges concourent, si vous voulez, à la formation des coûts. Seulement, il y a certaines charges qui sont directes et d'autres qui sont indirectes. Les charges directes, si vous voulez, on les impute directement, n'est-ce pas? Et d'autres, on les affecte en passant par des centres d'analyse, par des sections auxiliaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parfait. Donc, pour les charges des immeubles non affectés, c'est bon. Puis, nous avons les quotes-parts des cadeaux publicitaires. Vous vous souvenez, mes amis, nous en avons parlé dans une vidéo précédente. Nous avons dit que les cadeaux publicitaires sont déductibles jusqu'à concurrence de 500 dinars par unité, sans limitation dans le nombre. D'accord? Parfait. Donc, si vous allez par exemple acheter un cadeau publicitaire à 600, il faut réintégrer les 100, tout en gardant les 500 dans le déductible. Parfait. Par la suite, mes amis, nous avons les frais de réception non déductibles. Frais de réception non déductibles, d'accord? Donc les frais de réception, en réalité, ceux qui concourent à l'exploitation, vous avez par exemple reçu une délégation, vous avez reçu des clients, n'est-ce pas? Là, en réalité, ça rentre dans le cadre de l'exploitation. Mais si vous recevez des amis, par exemple, dans votre entreprise, que vous leur payez le restaurant et, par exemple, l'hôtel, là, ça ne rentre pas dans le cadre de l'exploitation. Même si vous avez comptabilisé ça en charge, en fiscalité, on vous demande de les réintégrer tout simplement au résultat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour mémoire, les frais de réception, c'est là où je voulais vous dire, il y avait un seuil jusqu'à 1998. Je pense que c'était 1% du chiffre d'affaires. Mais depuis 1998, donc pratiquement 20 ans, ça a été déplafonné. Les frais de réception qui concourent à l'exploitation sont déductibles. Ceux qui ne sont pas liés à l'exploitation, il faut tout simplement les réintégrer.
Est-ce que vous êtes d'accord? Donc retenez là, s'il vous plaît, est-ce qu'il concourt, oui ou non? S'il concourt, c'est déductible. S'il ne concourt pas, il faut le réintégrer. Donc les amis, il faut passer par la suite. Sponsoring. C'est pas grave, c'est pas grave. Sponsoring. Sponsoring, nous avons dit, c'est 30 millions de dinars. Bien entendu, 10% du chiffre d'affaires sont dépassés 30 millions de dinars. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un contrat de sponsoring entre l'entreprise, par exemple, et une équipe de football, par exemple, une équipe sportive quelconque. L'entreprise, si vous voulez, elle peut sponsoriser ce club jusqu'à concurrence de 10% de son chiffre d'affaires sans dépasser la barre des 30 millions de dinars. Le reste, il faut le réintégrer. Même si on ne voit pas, si vous voulez, tous les éléments, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Parce que ça va être blanc si on étudie, si vous voulez, tous les éléments un à un. Par exemple, impôt et taxes non déductibles, n'est-ce pas? Taxe de transmission, taxe d'apprentissage. Impôt et taxes non déductibles. Bon, soit 10% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire 10% du chiffre d'affaires sont dépassés 30 millions. D'accord? Impôts et taxes non déductibles, je pense par exemple à la taxe de formation et d'apprentissage. D'accord? Loi de finances pour 1998, si vous l'avez déduite par exemple, il est tout à fait normal parce qu'il faut comptabiliser la charge. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous la comptabilisez naturellement en comptabilité en charge, mais qu'est-ce que vous allez faire? Tableau numéro 9, il faut la réintégrer. D'accord? Provision non déductible. D'accord? En comptabilité. Vous pouvez nous donner des exemples dedans? Oui, provision non déductible, je vous donne l'exemple de la provision, par exemple, pour congé payé. Vous, par exemple, à la fin de l'année, vous devez provisionner 15 jours de congé parce que l'employé a travaillé dans votre entreprise pendant 6 mois de l'année. À raison de 2 jours et demi par mois travaillé, il ouvre droit à 15 jours de congé au titre de l'année qui vient de se clôturer. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal, cette provision-là, vous allez lui payer en quelque sorte un mois de congé lorsqu'il sortira en congé au cours de l'année d'après. 15 et 15, ça fait un mois, n'est-ce pas? En fiscalité, cette provision n'est pas déductible. L'indemnité de départ à la retraite, il faut la provisionner en comptabilité, mais elle n'est pas déductible en fiscalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a pas mal de provisions, d'accord? En comptabilité, c'est beaucoup plus large. En fiscalité, il y a une vision restreinte. Tout ce qui ne correspond pas à la vision fiscale, il faut réintégrer. D'accord, mes amis? Amortissement non déductible. D'accord? Amortissement. Parfait. Par exemple, vous avez un véhicule de tourisme que vous avez acquis, par exemple, pour 2 500 000 dinars. En fiscalité, on vous accorde seulement l'amortissement sur la base de 1 million de dinars. En comptabilité, il est naturel que vous amortissiez sur la base de la valeur d'acquisition. Mais en fiscalité, il faut réintégrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc il y a 2 millions, il y a 1 million. Pardon? On va acheter à 2 millions. 20%. C'est-à-dire 20% du supplément. Vous calculez la dotation aux amortissements en comptabilité. Et vous la calculez, la même dotation en fiscalité. La différence, il faut la réintégrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Amortissement non déductible. Frais de recherche et développement. La RD, n'est-ce pas? La recherche et le développement, en comptabilité, si vous voulez, il y a une vision, et en fiscalité, il y a une autre vision. En comptabilité, si vous voulez, les frais de recherche sont comptabilisés en charge, n'est-ce pas? Et les frais de développement peuvent être, si vous voulez, immobilisés sous certaines conditions. En fiscalité, on vous dit que ces 10% du bénéfice sont dépassés 100 millions de dinars. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 10% du revenu, c'est-à-dire du résultat, sont dépassés 100 millions de dinars. Voilà, c'est ce que prévoit le Code des impôts directs. Donc, si vous voulez, les montants qui dépassent ces montants autorisés, ces seuils autorisés, il faut les réintégrer. D'accord? On va se contenter, si vous voulez, de ces éléments pour ne pas... 100 millions de dinars, n'est-ce pas? Et puis, on va revenir, s'il vous plaît, mes amis, du côté des produits, en quelque sorte, qui ne sont pas imposables.
Vous vous souvenez, il y a les plus-values de cession, n'est-ce pas? 10% à Cheikh Edith, toi. Oui, 10% du revenu sont dépassés 100 millions de dinars. Quote-part? Non? Imposables. S'il vous plaît, les plus-values de cession, nous avons dit qu'elles sont imposables lorsqu'elles sont à court terme autour de 70%, vous déduisez 30%. Lorsque les plus-values de cession sont réalisées à long terme, c'est-à-dire au-delà de 3 ans, elles sont imposables à 35, elles sont imposables à 35 et on déduit 65. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les produits des plus-values de cession des actions. Produits boursiers, on va appeler ça produits boursiers. N'est-ce pas? Y compris les OPCVM, donc ce n'est pas imposable fiscalement, donc vous allez les déduire. Parce qu'en comptabilité, nous les avons comptabilisés comme produits. Alors qu'en fiscalité, on vous donne cette faculté de ne pas, en quelque sorte, les soumettre à l'impôt. Donc il faut les déduire. Vous vous souvenez, les revenus provenant des distributions de bénéfices. Dividendes issus d'autres sociétés. Dividendes issus d'autres sociétés. N'est-ce pas? Lorsque vous êtes actionnaire dans une filiale quelconque, au moment où la filiale distribue de bénéfices, il y a une remontée des dividendes vers la société mère. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, quelle que soit la nature du lien, les dividendes provenant, si vous voulez, de la détention dans d'autres sociétés, ils sont exonérés. Non, ils sont Entre sociétés, ils ont déjà subi l'impôt IBS chez la société filiale. Donc, au moment de le remonter, ils ne vont pas subir l'IBS une nouvelle fois. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Complément d'amortissement, par exemple. N'est-ce pas? Les compléments d'amortissement. Si vous avez, par exemple, mes amis, comptabilisé en comptabilité une dotation aux amortissements faibles par rapport à celle qui est autorisée par le fisc, pour éviter en quelque sorte de perdre cette dotation aux amortissements définitivement, vous allez compléter, vous allez déduire une dotation complémentaire pour arriver en quelque sorte au seuil autorisé par le fisc. Je vous donne un exemple. D'accord? Le seuil, par exemple, la base amortissable, par exemple, d'une machine, c'est sur 5 ans en fiscalité. Est-ce que vous êtes d'accord? En comptabilité, vous l'avez amorti sur 10 ans. Donc en comptabilité, vous aboutissez à une dotation aux amortissements faible, relativement faible, alors que le fisc vous autorise en quelque sorte à déduire une dotation double. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compléter ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez compléter, en quelque sorte, sinon vous allez perdre cette dotation définitivement. Et enfin, nous avons les déficits antérieurs, d'accord? Les déficits antérieurs, mes amis, lorsque l'entreprise enregistre un déficit au cours de l'année, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas complètement, il n'est pas définitivement, s'il vous plaît, il n'est pas définitivement perdu. Est-ce que vous êtes d'accord? Lorsque vous comptabilisez, lorsque vous aboutissez à un déficit au cours de cette année, vous avez la faculté, la latitude de le déduire l'année d'après, et si ce n'est pas suffisant l'année d'après, jusqu'à la 4e année consécutive. Est-ce que vous êtes d'accord? Article 147 du Code des impôts directs. Donc, si vous voulez, ces retraitements se font en extra-comptable. Vous perdez définitivement le bénéfice du report, n'est-ce pas? Le législateur avait fixé... Vous avez 4 ans, voilà, vous avez 4 ans pour éponger un déficit. Si vous n'arrivez pas, si vos déficits sont récurrents ou si les bénéfices à venir ne sont pas suffisants pour couvrir un déficit antérieur important, vous perdez cette latitude, n'est-ce pas? Ça, c'est le fisc. D'accord? En comptabilité, bien entendu, les déficits, ils vont au débit du compte report à nouveau, 11, n'est-ce pas? Ça va être cumulé sans limite. Mais en fiscalité, le législateur vous donne la faculté d'arriver jusqu'à la 4e année et au-delà, vous perdez ce bénéfice.
Est-ce que vous avez compris un petit peu les axes généraux de ce passage du résultat comptable au résultat fiscal? Des chiffres, par exemple, de complément d'amortissement et non, Oui. on a dit 5 ans et 10 ans. Par exemple, oui. Donc 5 ans, c'est 20%. Oui, en comptabilité, c'est 10%. On dit, voilà, traité notre- Donc 10%, vous avez obtenu une dotation aux amortissements Donc, faibles. le 10%, Voilà, vous allez rajouter en quelque sorte 10% de dotation. Vous allez déduire en plus des 10 autres pourcents pour que vous ne les perdiez pas. D'accord? Nous n'allons pas rentrer dans le vif du sujet parce que c'est relativement profond. Là, en comptabilité, c'est ce qu'on appelle la technique des impôts différés. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais là, c'est une autre question. Nous allons revenir, si vous le souhaitez, avec plus de détails. L'essentiel, est-ce que vous avez compris le mécanisme général? C'est bon? Pour un monde des finalités. On va revenir sur ça, c'est-à-dire si vous avez compris les axes généraux, les principes généraux, par la suite nous allons revenir dans les détails. C'est bon? C'est bon. Je vous remercie. On va revenir maintenant sur les détails éventuels, d'accord? Parce que